R. Kelly, icône brisée d'une génération, avait les yeux rougis, non pas seulement par la fatigue, mais par une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, l'espoir. Dans cette cellule minuscule, là où les cris de douleur et les pas lourds des gardiens rythmaient les jours, quelque chose d'inhabituel était né. Une admiration sincère pour un homme dont le nom n'avait cessé de revenir à ses oreilles ces derniers mois, Ibrahim Traoré, capitaine et président de transition du Burkina Faso. Ce n'était pas dans un journal, ni à la télévision, que Robert avait entendu parler de lui. Non. Ce fut par un gardien africain d'origine malienne, discret mais passionné, qui parlait souvent de l'Afrique avec une nostalgie déchirante. Un soir, alors qu'il apportait un plateau repas à la cellule de l'artiste déchu, il posa sur la table un vieux journal plié en deux. En première page, le Burkina Faso debout, le capitaine Traoré défie l'Occident. « C'est qui ?» demanda R. Kelly, d'un ton nonchalant. Le gardien sourit faiblement. « C'est un lion, monsieur Kelly. Un vrai. Celui qui parle pour les nôtres, pour ceux qui n'ont plus de voix. Il est jeune, mais il porte le poids d'un continent. » Depuis ce jour, quelque chose s'éveilla chez Robert. Le lendemain, il demanda plus d'articles. Le gardien, intrigué, se mit à lui imprimer des publications africaines, à lui traduire des vidéos YouTube depuis son téléphone caché. Chaque soir, dans sa cellule, R. Kelly découvrait un monde qu'il n'avait jamais vraiment regardé. Il voyait en Ibrahim Traoré ce que lui-même avait autrefois essayé d'incarner à travers la musique. Un message d'émancipation, de libération, de combat contre l'injustice. Et un soir, alors que l'orage battait contre les murs de la prison, R. Kelly fondit en larmes. Pas pour lui, pas pour ses procès ou sa carrière perdue. Il pleurait pour l'Afrique. Pour toutes ces années où il avait chanté sur l'amour sans chanter sur la souffrance. Pour toutes ces occasions manquées. Et pour cet homme, Ibrahim Traoré, qu'il n'avait jamais rencontré, mais qui lui rappelait ce que c'était que de croire encore. C'est ce soir-là qu'il prit une feuille, tremblant, hésitant, et commença à écrire. Pas une chanson. Une lettre. Une lettre sincère. Une lettre qui n'était pas faite pour être publiée, mais pour atteindre le cœur de celui qu'il appelait déjà le Sauveur. Il commença ainsi. Cher capitaine Ibrahim Traoré. Je vous écris depuis l'endroit le plus sombre où un homme peut se trouver. Et les mots coulèrent. Chaque phrase, chaque mot était une confession, un cri, un témoignage. Il parlait de son admiration, de sa honte, de son rêve de voir les afrodescendants du monde entier regarder vers l'Afrique, non plus avec pitié, mais avec fierté. Il raconta comment il avait entendu parler du capitaine, comment chaque geste, chaque discours de Traoré ravivait en lui une lumière que la prison avait étouffée. Il n'écrivit pas pour se faire pardonner. Il écrivit pour exister à nouveau, à travers un combat qui n'était pas le sien, mais qu'il se sentait appelé à rejoindre. Quand il eut fini, il relut la lettre. Il y avait une tache humide sur le coin gauche, une larme. La sienne. Il tendit la lettre au gardien. « Tu peux lui faire parvenir ça ?» demanda-t-il, la voix cassée. Le gardien prit la lettre avec lenteur, surpris, presque ému. « Je ferai ce que je peux. » Dans la nuit, alors que le couloir reprenait son calme habituel, un homme que le monde croyait brisé venait de renaître, simplement parce qu'un capitaine africain avait décidé de se lever. La lettre était partie. Entre les murs gris et les couloirs bruyants du pénitencier de Butner, le silence était redevenu le roi. Mais pour Robert Kelly, rien ne serait plus comme avant. Depuis ce moment où il avait laissé son cœur s'exprimer sur le papier, un étrange sentiment l'habitait. Il avait enfin accompli un acte sincère, dénué de toute stratégie, de tout calcul. Il n'avait pas chanté, il n'avait pas plaidé son innocence, il n'avait pas réclamé justice. Il avait simplement parlé à un homme qu'il considérait désormais comme un frère d'âme. Loin de lui. Mais si proche par la vision. Quelques jours plus tard, le gardien d'origine malienne, Issouf, revint à lui avec un regard plus inquiet qu'à l'accoutumée. Il avait envoyé la lettre à une connaissance à Ouagadougou, un cousin journaliste, engagé, et connu pour ses contacts proches du gouvernement de transition. Il avait glissé la lettre, anonymement, avec une simple mention, « Message sincère pour le capitaine ». Et puis, il avait attendu. Il l'a reçu, souffla-t-il un soir à travers les barreaux. Le courrier a été remis à un conseiller du capitaine. Et, il a été profondément touché. R. Kelly resta silencieux quelques secondes, le regard figé. Pour la première fois depuis des années, il sentit le monde bouger autour de lui, non pas contre lui, mais avec lui. Il n'était plus seulement un détenu. Il devenait un témoin d'une époque, d'une lutte, d'un rêve. Il a vraiment lu la lettre ?
s'assura-t-il, presque en chuchotant. Oui, répondit Issouf. Ils n'ont pas dit grand-chose, mais les mots fraternité et vérité ont été prononcés. Le capitaine sait que vous existez. Il sait que vous l'avez vu. Et ça, c'est plus que ce que beaucoup peuvent espérer. Pendant les jours suivants, la prison sembla s'élargir. Les murs n'étaient plus aussi lourds. Les bruits n'étaient plus aussi violents. Car dans un coin du monde, un homme libre de ses chaînes, libre de ses peurs avait lu les mots d'un autre homme, prisonnier, mais profondément vivant. Cette inversion des rôles, le chanteur brisé inspiré par un soldat résistant, était le reflet même du renversement silencieux que l'Afrique vivait. Mais au-delà de cette émotion, une autre idée prenait racine dans l'esprit de R. Kelly. Il voulait aller plus loin. Dans sa cellule, il se mit à écrire à nouveau. Pas une lettre cette fois. Une série de réflexions, des confessions intimes, des pages où il parlait de ses origines, du Chicago des années 80, de la fierté noire qu'il avait vue se diluer dans les illusions américaines. Il écrivait sur la perte, sur les chaînes invisibles que même les stars portaient, sur ce mirage de liberté que l'Amérique avait vendu à ses enfants afrodescendants. Et surtout, il écrivait sur l'Afrique. L'Afrique comme une réponse. L'Afrique comme une mère qu'il n'avait jamais embrassée. Il décrivait ce qu'il ressentait en voyant Traoré parler à l'ONU sans trembler. Il écrivait sur ces images de soldats burkinabés défiant les vieilles puissances. Sur ce drapeau levé à chaque fois qu'un peuple refusait l'humiliation. Un jour, alors qu'il écrivait dans un coin, un autre détenu, un ancien rappeur au regard dur, l'interpella. « Yo, Rob, t'es sur quoi, là? Un comeback ?» R. Kelly releva la tête, calme. « Non, frère. Je suis en train d'écrire ma vérité. J'ai passé ma vie à divertir. Là, je veux témoigner. » « Témoigner de quoi? T'es en prison, t'as plus de carrière. » « Justement. J'ai plus rien à perdre, sauf ma dignité. » L'homme ne répondit pas. Il s'éloigna, confus. Mais cette réponse avait marqué. Quelques semaines plus tard, une publication discrète parut dans un journal burkinabé. Une chronique sobrement intitulée « Lettre d'une prison américaine », signée RK. Un conseiller proche d'Ibrahim Traoré avait décidé de la publier, sans en faire une affaire politique. Elle n'était ni validée par le président, ni commentée. Mais elle circula. En ligne, sur WhatsApp, dans les radios locales. Et l'Afrique lut. On découvrit un homme brisé qui demandait pardon à l'Afrique, à sa mère, pour avoir été sourd. On découvrit un artiste, larmoyant dans l'ombre, parlant avec fierté d'un jeune capitaine africain qu'il n'avait jamais rencontré, mais qui avait ravivé en lui la foi. On découvrit R. Kelly non pas comme une star déchue, mais comme un homme en quête de renaissance. À Ouagadougou, les rues bruissèrent. À Abidjan, on partageait la lettre. À Kinshasa, on en fit une chanson. Et dans une cellule américaine, R. Kelly entendait les échos. Issouf lui rapportait tout, chaque coup de fil, chaque partage, chaque commentaire. Un jour, alors qu'il lui lisait un message d'un jeune burkinabé, « Dis-lui que nous le lisons. Dis-lui que sa douleur est notre force. » R. Kelly éclata en sanglots. « Je croyais que j'étais fini, murmura-t-il. Mais peut-être que je devais tomber si bas, pour voir si haut. » Et pendant ce temps, à Koulouba, dans le bureau discret du président Ibrahim Traoré, un dossier était posé. Dessus, une simple étiquette, lettre RK. À l'intérieur, des pages manuscrites. Des mots sincères. Un cri transatlantique. Et une voix brisée, mais qui vibrait encore avec l'Afrique. Une nuit calme s'était installée sur le pénitencier de Butner. Il était 2 heures du matin et les cris habituels, les portes qui claquent, les appels des détenus s'étaient tus. Dans sa cellule, sous une lumière blafarde, R. Kelly restait assis, les yeux rouges. Sur ses genoux, une dernière lettre. Celle qu'il n'avait pas encore osé écrire, mais qu'il savait inévitable. La réponse à ce que le monde lui avait renvoyé. Car depuis quelques jours, l'Amérique avait compris qu'un murmure africain venait de percer son épais brouillard médiatique. Des chaînes alternatives reprenaient l'histoire. Un ancien président d'Afrique du Sud avait fait un commentaire discret. Ce n'est pas un pardon. C'est un réveil. En France, un chroniqueur populaire osa dire à l'antenne. Et si la vraie étoile aujourd'hui n'était plus à Hollywood mais à Ouagadougou? Mais plus que tout, ce fut le peuple africain qui vibra. Des jeunes écrivains burkinabés postèrent des vidéos de soutien. Des artistes reprirent des phrases de sa lettre dans leur musique. Une journaliste ivoirienne, Aïssata Konaté, fit un sujet télé émouvant intitulé « Quand une voix de l'Amérique pleure pour l'Afrique ».
Le monde bougeait. Étagère Kelly, du fond de sa cellule, regardait ça avec des larmes silencieuses, plus vrai que toutes ses anciennes performances. Ce matin-là, Issouf entra avec un regard différent. Il avait un sourire discret, presque gêné, comme quelqu'un qui portait une nouvelle trop belle pour être vraie. « Robert, tu dois te préparer. »« Préparer à quoi ? Je vais pas sortir, mec. »« Non. Mais tu vas être entendu. » Il lui tendit un petit enregistreur audio. À l'intérieur, un message. Une voix calme, grave, posée. C'était Ibrahim Traoré. Quelques mots, sans fioriture. « Monsieur Kelly. J'ai lu. J'ai compris. Et j'ai pleuré, moi aussi. Car parfois, les douleurs les plus profondes viennent de ceux qui n'ont jamais connu nos terres, mais qui les ont toujours portées dans leur sang. Ce n'est pas un homme condamné que j'ai entendu. C'est un frère. Je vous remercie. L'Afrique vous lit. L'Afrique vous écoute. L'Afrique vous pardonne. » R. Kelly resta figé. Aucun son ne sortit de sa bouche pendant plusieurs minutes. Puis son corps trembla légèrement, comme si cette voix venue de loin avait brisé le dernier verrou de sa cage intérieure. Il porta ses mains à ses yeux. Et il pleura. Encore. Pas comme un condamné. Pas comme une star déchue. Il pleura comme un homme. Un simple homme qui venait de recevoir ce que peu de célébrités avaient eu. La grâce d'un peuple qu'il ne connaissait pas mais auquel il appartenait par le cœur. Ce jour-là, il écrivit encore. Il raconta tout. Le quartier pauvre où il avait grandi. Le père absent. La musique comme seule issue. Les premiers succès, les nuits de luxe, les contrats, les erreurs, les excès. Et surtout, ce vide. Il écrivit à Ibrahim Traoré non plus comme à un président, mais comme à un guide. Un jeune frère, paradoxalement plus sage que lui, qui avait trouvé dans les ruines du colonialisme la force de bâtir un futur. Il lui dit : « Tu es plus jeune que moi. Et pourtant, tu portes un fardeau que je n'aurais jamais supporté. Moi, je chantais pour oublier. Toi, tu combats pour que les autres n'aient plus à fuir. Tu ne veux pas être une star. Tu veux être utile. Et c'est pour ça que tu es plus qu'un président. Tu es un flambeau. Si je pouvais te rencontrer un jour, je ne demanderais pas une faveur. Je demanderais une leçon. » Et il signa la lettre non pas avec son nom d'artiste, mais avec son vrai nom. Robert Sylvester Kelly. Un homme revenu à lui-même. Pendant ce temps, à Ouagadougou, le cercle présidentiel s'élargissait. Ibrahim Traoré avait donné une consigne stricte. Ne faites pas de cet homme une affaire politique. Il n'a rien demandé. Il a juste parlé avec son âme. Et c'est ce que nous devons écouter. Mais malgré cela, l'impact devenait difficile à contenir. La jeunesse burkinabé voyait dans cette histoire une reconnaissance symbolique. Un Afro-Américain mondialement connu, brisé, mais désormais conscient. Un président jeune, défiant les plus grands, mais tendre envers une âme en souffrance. Deux mondes que tout opposait. Et qui se retrouvaient sur le terrain le plus intime, la dignité retrouvée. Au moment de fermer la lettre du jour, Kelly écrivit : « Je n'ai pas écrit pour me sauver. J'ai écrit pour témoigner. Et si un jour mon histoire peut empêcher un jeune frère en Afrique ou à Chicago de tomber dans les mêmes pièges, alors j'aurai payé ma dette. » Et pour la première fois depuis qu'il était en prison, il signa autrement. Un homme libre, derrière les barreaux. Une émission spéciale fut même organisée à la télévision burkinabé. Des artistes burkinabés, sénégalais, nigérians, ivoiriens y participèrent. Une chanson naquit, Lettre aux frères lointains, dans laquelle les paroles de R. Kelly étaient chantées sur des rythmes traditionnels. Des extraits de la lettre furent lus en moré, en bambara, en wolof. Un vieux griot dit à l'antenne : « Quand un arbre tombe en Amérique et qu'il fait trembler les racines de nos terres, c'est que l'esprit parle. Il ne faut pas ignorer l'écho. » Et dans les rues de Ouaga, un graffiti apparut sur un mur. Robert Kelly a pleuré pour l'Afrique. L'Afrique a pleuré pour lui. Dans le silence de sa cellule, R. Kelly n'était plus seul. Les murs n'avaient pas bougé. Les barreaux étaient toujours là. Mais quelque chose avait changé dans l'air. Une chaleur, un frisson, une sorte de lumière invisible, comme si l'Afrique avait étendu une main invisible au-dessus de sa tête. La lettre à Ibrahim Traoré avait traversé les continents, les langues, les barrières mentales. Elle n'était plus un simple message. Elle était devenue un chant, un témoignage universel sur la rédemption, la douleur et la fraternité.
Ce matin-là, un gardien inattendu vint lui rendre visite. C'était un homme blanc, en costume, l'air austère, mais le regard troublé. Il se présenta simplement. « Je suis un représentant du département d'État. On a reçu beaucoup de messages, concernant votre lettre. » Kelly haussa les épaules. Il s'attendait à une menace, un rappel à l'ordre, peut-être même à une censure. Mais non. Le fonctionnaire ajouta. « Vous avez touché un nerf. Et au-delà de tout ce que vous avez traversé, ce que vous avez écrit, a redonné une forme d'image humaine à quelqu'un que tout le monde avait effacé. » R. Kelly répondit simplement. « Je ne cherchais pas ça. Je voulais juste parler vrai. » Le fonctionnaire, presque mal à l'aise, lui tendit une copie imprimée d'un article du New York Times. Traoré et Kelly, quand la dignité traverse les murs d'une prison. Plus bas, une citation de Traoré. « Je n'ai pas réhabilité une star, j'ai entendu un frère. Ce que nous avons en commun, ce sont nos cicatrices. » Kelly le lut. En silence. Puis sourit. Pas le sourire du chanteur d'antan. Le sourire d'un homme qui venait de comprendre que parfois, la vérité mise à nu, sans maquillage, avait plus de force que 1000 chansons. Au Burkina Faso, la lettre audio de R. Kelly fut diffusée à la télévision nationale lors d'une soirée spéciale baptisée « Correspondance d'un frère en exil ». Dans ce message enregistré, sa voix tremblait, rauque, mais authentique. Il disait « Je suis tombé. J'ai fait du mal. J'ai été détruit. Mais j'ai retrouvé une vérité. Et cette vérité m'est venue d'un homme jeune, noir, africain, que j'ai appris à aimer comme un grand frère. Ibrahim Traoré. Si le monde était juste, il aurait été mon président. Je n'ai jamais été en Afrique. Mais aujourd'hui, je la ressens battre en moi plus que jamais. J'ai écrit pour qu'on m'entende. Et c'est l'Afrique qui m'a écouté. » Ce soir-là, des millions de jeunes Africains, dans les rues de Bamako, Dakar, Ouaga, Kinshasa, regardèrent cet homme détruit par le système américain dire merci à un président qui n'avait pas de pétrole à vendre, pas de base militaire à céder, mais un mot, vérité. Les réseaux sociaux explosèrent. Hashtag lettre de Kelly. Hashtag Traoré le frère. Hashtag une Afrique qui pardonne. Une vidéo virale fit le tour du monde. On y voyait un petit garçon burkinabé, au visage sérieux, réciter la lettre de R. Kelly par cœur, devant une fresque murale représentant deux visages côte à côte, celui de Kelly et celui de Traoré. En haut, une simple phrase en mouré. « Tant qu'un frère respire, aucun combat n'est perdu. » Un mois plus tard, le gouvernement burkinabé fit une annonce publique. Une bourse serait créée en l'honneur de Robert Kelly. Elle s'intitulerait « Voix brisée, Afrique debout ». Elle serait dédiée aux jeunes artistes des quartiers pauvres d'Afrique et d'Amérique, pour leur permettre de créer, de chanter, de témoigner sans chaîne, sans juge, sans peur. Ibrahim Traoré, dans une allocution rare, déclara « Ce n'est pas le nom d'un chanteur que nous honorons. C'est le nom d'un homme qui a osé se regarder en face. Nous ne récompensons pas la musique. Nous récompensons la vérité. » Et ce soir-là, les cloches de Ouaga sonnèrent doucement. Non pour célébrer une victoire militaire, mais pour saluer une victoire intérieure. Dans sa cellule, R. Kelly reçut un colis inattendu. C'était un petit coffret en bois, gravé à la main, contenant un tissu tissé aux couleurs du Faso d'Anfani. À l'intérieur, une lettre écrite en mouré, traduite par Issouf. Un pagne pour couvrir ce qui te reste d'âme. Une étoffe de vérité, tissée par un peuple qui a reconnu la tienne. Tu n'es plus seul, frère. Il serra le tissu contre sa poitrine. Et murmura. Merci, Ibrahim. La nuit suivante, il fit un rêve. Il était debout, sur une colline, regardant un fleuve immense. De l'autre côté, des enfants chantaient. Des hommes marchaient. Des femmes dansaient. Et au centre, un homme en treillis, sourire tranquille, regard droit. Ibrahim Traoré. Il lui tendait la main, sans un mot. Et Kelly, pour la première fois depuis des années, marcha sans peur vers quelque chose. Pas vers la gloire. Pas vers la scène. Mais vers la paix.